Bonjour à toutes et à tous. Dernièrement, j'ai reçu des messages de personnes qui voulaient se mettre au jeu de rôle solo. Et ça, c'était trop bien. Mais j'ai aussi rencontré d'autres joueurs qui étaient un peu perdus avec Musée Oracle. Et ça, c'est moins bien. Alors, afin que vous puissiez passer de super parties de jeux de rôle en solo ou même en duo, me voilà en route pour quelques explications concernant ce système très complet, mais pas si simple à aborder. Introduction. Vous voilà l'heureux propriétaire d'un jeu de cartes physique ou numérique qui vous promet de belles parties sans MJ. Oui, mais comment fait-on ? Vous avez deux solutions. Lire les règles ou ne pas lire les règles. Vous avez sûrement remarqué qu'il y a un joli fichier nommé livre de règles. Et vous avez aussi la possibilité de vous procurer le petit guide du jeu de rôle en solo du même auteur. Et je vous encourage vivement à sa lecture parce qu'elle est très instructive. Pour ma part, je ne suis clairement pas une spécialiste de Musée Oracle, mais je vais vous exposer très globalement les règles et surtout je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé de tout utiliser en même temps et qu'on peut aussi se simplifier la vie. Et je suis vraiment désolée, Pierre, je fais parfois n'importe quoi avec les cartes de Musée Oracle et j'espère que tu ne seras pas trop vexé de voir comment je les exploite. Première partie, les cartes. Le livre de règles complet fait 400 pages. Mais pas de panique puisque plus de la moitié des pages sont en fait les cartes. Donc il y a, 100-150 pages très bien expliquées qui vous permettent de faire le tour du sujet. De fait, même si comme moi vous faites partie de ces gens qui regardent la notice après avoir monté un meuble à l'envers, je vous conseille quand même de faire l'effort de lire ces règles. Alors, pour ce qui est des cartes, elles sont composées de 20 éléments. Ça fait beaucoup et ça peut faire peur. Enfin, à moi, ça m'a fait peur en tout cas. Mais promis, on va les apprivoiser ensemble. Et pour ça, sous vos yeux ébahis, je vais vous montrer une carte. L'auteur a fait la même chose dans le livre de règles, donc je me permets simplement de vous répéter ce qu'on y trouve. Le numéro 1. L'oracle. Ici, c'est un nom. L'oracle, c'est lorsque vous posez une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou non. Et en général, une question qu'on pose à son MJ. Moi, je préfère lancer un dé. Mais ici, on peut imaginer qu'en piochant la carte, vous avez posé la question à l'oracle. Par exemple, est-ce qu'il y a une chambre de disponible dans cette auberge ? Et la réponse est non. En 2, vous avez des résultats de lancer de dés. Alors, il y a un D2, c'est-à-dire blanc ou noir. Et après, il y a le résultat d'un D4, D6, D8, D10, D12, D20. Là encore, j'aime trop faire rouler mes propres dés pour avoir un résultat, mais voilà, sachez que si vous n'avez pas de dés sur vous, vous pouvez parfaitement utiliser les cartes sans sortir un seul dé en fait. En 3, vous avez un symbole mathématique. Ça, c'est pour les personnes qui utilisent le système Fate. Système que je n'utilise pas, mais voilà, si vous êtes amateur, vous avez des plus, des moins, des égales pour vos parties à base de Fate. En 4, vous avez des directions. Les flèches peuvent indiquer une direction géographique, gauche, droite, devant, derrière, au-dessus, au-dessous. Plus ou moins grande échelle, ça peut être aussi le sens du vent et pourquoi pas un point cardinal tout simplement. En 5, il y a des étoiles. Il y en a de 1 à 5 suivant les cartes et ça peut servir à vous donner le nombre de personnes, d'animaux, de trucs présents dans la scène. Ou encore ça peut vous donner le degré d'animosité des ennemis. À 4, ils sont quand même très vilains. En 6, vous avez des mots-clés qui entourent toute la carte en bordure. Il y en a 10.
Alors ils peuvent servir d'inspiration quand vous avez un trou dans une idée. Ils peuvent aussi servir pour répondre à une question ouverte au MJ. Par exemple, mais pourquoi n'y a-t-il plus de chambre disponible dans cette auberge? Et là vous prenez le mot événement. Eh bien, un événement important a lieu dans le village et toutes les chambres ont été réservées d'avance. Vous pouvez aussi choisir 2 mots, les associer entre eux. C'est ce qui se pratique le plus souvent d'ailleurs. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise lecture. En fait, c'est simplement votre lecture à vous. Et celle de votre voisin serait différente, mais elle ne serait pas meilleure ou moins bien. Alors, quel mot choisir? Là, le livre explique que quand vous attrapez la carte, vous regardez là où votre pouce et votre index se sont posés. Ou alors, vous lancez un des 10. Moi, personnellement, je fais aucun des 2. En fait, je prends le ou les mots qui me parlent le plus. Comme quoi, chacun sa méthode. En 7, vous avez un dessin. Alors, si les dessins vous parlent mieux que les mots, vous pouvez les utiliser en remplacement. Et même pour créer un scénario, vous pouvez tirer plusieurs cartes et élaborer une petite histoire à base de 3-4 dessins. Je sais que ça se fait avec des dés, et bien là, vous pouvez le faire avec les cartes. En 8, vous avez les verbes. Il faut utiliser le premier en priorité. Vraiment, s'il ne vous parle pas, vous regardez le deuxième, puis le troisième. Combiné avec un mot-clé, ça peut vous donner une mission, un but, une quête. Par exemple, attraper plus alchimie. Eh bien, il faut capturer ou arrêter un dangereux alchimiste qui fait des expériences secrètes. Voilà. Emballer, c'est peser, une petite mission pour la route. En 9, les lieux. Bon, c'est quand vous avez besoin d'un lieu. Vous pouvez toujours rajouter un mot-clé pour préciser. Par exemple, cour plus étendard. Eh on peut dire que c'est la cour d'un château royal. Alors, Musée Horax, c'est très axé médiéval fantastique. Mais n'oubliez pas qu'il y a une version musée horreur qui est bien plus contemporaine et bien plus dark. En 10, vous avez les concepts. C'est des genres de classes, métiers, concepts pour des PNJ. Vous pouvez toujours rajouter un petit mot-clé. Par exemple, parrain plus vin. Vous voilà avec un riche marchand qui a la main mise sur le trafic de vin dans la région, par exemple. En 11, il y a des objets. Quand vous faites le tour d'une pièce ou les poches de quelqu'un. Vous pouvez combiner avec des adjectifs qui sont en bas de la page. Par exemple, aiguille longue. Ça marche. En 12, la météo. Je m'attarde pas sur le sujet. En 13, les adjectifs qui servent à compléter un lieu, un objet, une personne, enrichir une description. En 14, vous avez les sentiments. Ça sert à savoir ce qu'éprouve un PNJ envers vous, ou inversement, comme ça vous arrange. En 15, vous avez la disposition, qui permet de savoir comment le personnage va se comporter. Ça peut compléter le sentiment avec une autre carte. En 16, l'apparence. Vous pouvez choisir un des traits. Lui mettez pas tout, parce que des fois, c'est moche, le pauvre. En 17, la motivation. Ça, c'est ce qui pousse le personnage à agir. En 18, les traits. Vous pouvez en choisir un, comme qualité ou comme défaut. En 19, le secret. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un secret. Vous pouvez le faire intervenir plus tard aussi. Et en 20, relation, pour connaître la relation entre 2 personnages. Voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait sur la carte. Normalement, elles n'ont plus de secret pour vous. Et maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième partie, qui est comment les utiliser. Partie 2, préparer la partie. Voici quelques recommandations que l'on trouve dans Musée Horax. Au départ, il faut toujours préparer au moins un petit peu sa partie. Soit vous choisissez de jouer à un jeu que vous aimez bien et vous suivez la création de personnages, ou pourquoi pas le début d'un scénario qui est proposé dans un livre du commerce. Ou alors vous pouvez aussi partir sur une impro totale, seul ou à 2. Vous faites bien comme vous voulez. Bon, pour que ce soit plus simple,
prenons un cadre de référence et disons que nous allons jouer à Donjons et Dragons 5e édition, qui est plutôt un jeu de type médiéval fantastique classique. Mais vous pouvez décider d'y rajouter un univers, une petite ambiance en plus. Alors pour ça, il y a une table qui est fournie dans Musée Oracle au D66. Et là, si je tire le dé, on me propose de jouer à Donjons et Dragons en mode zombie. Vous pouvez aussi penser à déterminer le ton de votre partie. Est-ce que ce sera une partie drôle, sérieuse, dramatique, épique ? L'auteur précise que ça permet d'éviter de dévier vers le n'importe quoi. Il est également recommandé dans les règles de définir les axiomes. Alors, les axiomes, ce sont des règles de base qui régissent votre univers, sa logique. Par exemple, moi, dans ma future partie, j'ai envie de dire qu'il est assez courant que les morts reviennent à la vie depuis une petite centaine d'années dans la région. C'est une règle de base propre à mon univers. Il y a des jeux de rôle qui ont déjà des univers préétablis, très clairement, et vous n'êtes pas obligé d'inventer en plus des axiomes si vous n'avez pas spécialement d'idées ou que ça ne vous inspire pas. Par contre, à deux, si vous improvisez, ça peut être sympa d'en choisir 3 chacun, et ça permet de créer une espèce de petite bulle d'univers en commun. Pour trouver un thème à votre scénario, Musée Oracle a également une table 66 et vous pouvez l'utiliser. Mais c'est pas obligatoire, Si déjà dans votre tête vous avez une idée qui vous botte et que vous trouvez super, allez-y. La table, elle est vraiment là pour vous accompagner, vous aider à trouver de l'inspiration. Elle n'est jamais obligatoire. Par contre, n'oubliez pas de définir vos sujets tabous, même si vous êtes seul. Les sujets que vous ne voulez pas évoquer. À deux, il faut d'autant plus le faire parce que ce qu'on pense explicite et être du bon sens pour tout le monde ne l'est pas toujours pour la personne d'en face. Vous pouvez aussi dire les sujets que vous voulez voir apparaître, des espèces d'incontournables. Vous voulez qu'il y ait ça à un moment dans votre partie, si possible, ce serait super chouette. Et enfin, une dernière recommandation, c'est de dire quel type d'histoire vous voulez jouer. Est-ce que ça va être plutôt pulp ? Est-ce que ça va être un scénario d'action ? Est-ce qu'on va être sur un mystère, une enquête, de la romance ? Est-ce qu'il y aura du combat tactique, de la survie, de l'espionnage ou encore un peu de tout ça ? Essayez d'y penser avant de commencer. Alors moi, par exemple, j'aimerais bien une partie de Donjons et Dragons en mode zombie, du coup, avec des combats contre des morts vivants. Je voudrais résoudre le mystère de ce fléau qui pèse sur la région, et le ton de ma partie, ce sera plutôt sombre et sérieux, mais il y aura quand même des petites touches d'humour de temps en temps. La magie noire sera omniprésente. À un moment, j'aimerais bien quand même visiter une université de magie, et j'adorerais que mes personnages rencontrent un troupeau de volettes, parce que j'adore ces petites bestioles. On verra si j'arrive à caser tout ça dans mon histoire. À partir de là, je n'ai plus qu'à créer mon personnage, et je suis complètement prête à jouer. Pas besoin d'aller plus loin dans le scénario, parce qu'en fait, il va se construire tout seul au fur et à mesure. Par contre, si vous ne savez pas par quoi débuter, vous pouvez demander un petit coup de pouce à Musée Oracle en tirant au dé une situation dramatique pour vous mettre en selle. C'est celle qui formera le cœur de votre histoire. J'essaye, et là par exemple je suis tombée sur imprudence fatale. Un personnage commet une grave erreur. Eh bien, je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie de jouer avec moi, mais en attendant, je vais commencer ainsi. Alors que j'avançais d'un bon pas à l'extérieur du village, poussant mes travaux quotidiens jusqu'au cimetière, je remarquai une anomalie qui me fit froid dans le dos. Une des tombes n'était pas recouverte de terre et laissait place à un trou béant. Inquiète,
car j'avais entendu parler d'une malédiction qui semblait ramener les morts à la vie dans la région voisine, je voulus avertir le fossoyeur qui logeait non loin des lieux. Je frappai à sa porte, mais nul ne me répondit. Lui était fracturé, aussi je me permis d'entrer. C'est avec effroi que je découvris au sol son corps livide et déchiqueté, comme s'il avait été dévoré. Prise de panique, je m'enfuis en sens inverse, en hurlant vers le village. « Au secours! Au secours! Monsieur Graviard a été dévoré !» Soudain, quelqu'un m'arrêta dans ma course effrénée. Était-ce vous? Peut-être. Malheureusement, je ne peux pas attendre que vous me répondiez et aussi je vais continuer l'explication du système de Musée Oracle dans une deuxième vidéo. À tout de suite.